j'ai été, comme vous, je pense, en tout cas ceux qui connaissent déjà, très intéressés par les travaux d'Olivier Amand. J'ai envie de commencer par sa grille de lecture à lui, parce que j'ai l'impression que si on veut réellement pouvoir travailler sur comment sortir de ces multiples crises, la première chose à faire, c'est de chausser des lunettes différentes. Et ces lunettes différentes, ce sont celles qu'il propose, en tout cas qui, moi, me séduisent assez bien, celle de la robustesse. Donc Olivier Amand, qui est-il? Il est directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche en agriculture et en environnement, et directeur de l'Institut Michel Serres. Il a écrit un ouvrage intitulé « La troisième voie du vivant », il en a écrit d'autres, mais celui-là. Et dans cet ouvrage, il propose donc de tourner le dos à la performance comme idéal de société, comme seul indicateur humain pertinent, pour choisir plutôt la robustesse comme nouvel axe de progrès humain. Alors pour lui, donc, l'enjeu du progrès humain au XXIe siècle, ce n'est plus la robustesse, ce n'est plus la performance, mais c'est la robustesse, et c'est pour lui une forme de nouveau logiciel qui nous permet envisager justement toutes ces évolutions très instables de notre monde que nous vivons aujourd'hui, dans un monde aussi avec une pénurie de ressources. Alors ça veut dire quoi la robustesse? Je vais le dire un peu simplement, c'est l'idée de pouvoir être capable de maintenir un système stable malgré des fluctuations. On a aujourd'hui, vous le voyez au quotidien, un monde de plus en plus instable à plein de niveaux, au niveau environnemental, mais aussi au niveau géopolitique. Voilà, on ne sait pas malheureusement quelle va être la suite au niveau de la guerre en Europe potentiellement, au niveau climatique, etc. Et donc cette notion de robustesse, ça peut être une forme de réponse très opérationnelle à un monde qui fluctue. Et c'est, il le présente en tout cas comme tel, même la boussole des êtres vivants si on les regarde bien. Alors il explique ça comment? Il explique que les deux guerres mondiales ont été des moments clés pour comprendre notre époque, puisque pendant ces deux guerres, on a fait des gains de performance très considérables, puisqu'à l'époque, il y avait un ennemi à abattre. Donc toutes les énergies de la collectivité, de la société, ont été mises dans des gains de performance, évidemment pour l'économie de guerre, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, cette économie de guerre, elle a perduré après la situation justement de la guerre en tant que telle. Et donc selon lui, et on le voit d'ailleurs dans le secteur agricole, toutes les techniques d'augmentation de la productivité sont aussi issues de l'après-guerre et de la nécessité de reconstruire nos sociétés. La difficulté, comme il l'explique, c'est que finalement on est en incapacité d'un point de vue même biologique de rester dans cette énergie de guerre, dans cette énergie de performance, de surperformance à long terme. Mais il prend une analogie biologique, puisque c'est sa formation, et il compare cela à la fièvre des mammifères. La fièvre, ça sert à quoi? Ça sert justement à avoir un moment où toute l'énergie du corps est mise en place pour tuer un pathogène avec des niveaux de performance extrêmement intéressants, puisque en période de fièvre, notre corps produit des enzymes qui sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37. Mais la différence, évidemment, c'est que nous, en fait, vous êtes bien d'accord, vous êtes incapables, vous et moi, de rester à 42 fièvres tout le temps. Mais en fait, notre société, c'est ce qu'elle fait. Au lieu de redescendre à 37, qui serait le niveau robuste, notre société reste à 42 fièvres. Donc on est dans des sociétés, finalement, qui sont tout le temps sous ce régime de fièvre. Alors comment est-ce qu'il le matérialise? Avec quelques exemples assez parlants, en lien avec le modèle du taylorisme, les chaînes de montage, le lead management, le porte-conteneur. On est toujours dans une économie de guerre. Alors vous connaissez sans doute cette photo, c'est ce porte-conteneur qui a été coincé pendant de nombreuses semaines, il me semble, dans le canal de Suez, qui transportait des milliers de tonnes de matériaux. Et en fait, ce goulot d'étranglement, qui était censé être un extrêmement grand modèle de performance, puisqu'on avait un porte-conteneur capable de transporter vraiment des quantités jamais égalées jusque-là, d'une certaine manière, c'était le géant au pied d'argile, puisque en l'espace de quelques heures, ce porte-conteneur a été bloqué et tout, finalement, en aval, toute la distribution de ces matériaux a été bloquée en aval parce qu'on avait tout misé, finalement, sur ce modèle ultra performant
et je vais dire, ce dispositif de transport logistique. Et donc, selon lui, les êtres vivants, à l'inverse, ils construisent cette robustesse en allant contre la performance. Je vous invite soit à lire son bouquin, soit à aller l'écouter, et si vous n'avez le temps de faire ni l'un ni l'autre, d'écouter l'épisode du tournant de l'émission d'Arnaud Reussen sur l'RTBF, qu'il a interrogé il y a quelque temps, c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, pour avoir une petite introduction à ce concept-là. Donc selon Olivier Amand, la robustesse, c'est 3 grandes caractéristiques. C'est aller contre la performance. Et puis ces 2 autres éléments que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, c'est également la circularité et la solidarité. Vous avez parlé de la solidarité tout à l'heure, et on l'a vu dans les inondations notamment, à quel point cette solidarité, elle a été importante pour régler en fait toute une série de difficultés concrètes que nous n'étions pas en capacité en tant que société organisée de gérer.